Bonjour et bienvenue. Dans notre dernier numéro, nous avons éclairé quelques-uns des mystères de l'espace. Aujourd'hui, partons ensemble à la découverte d'un autre univers, notre propre corps. Et pour commencer, les gènes, l'hérédité, ça vous semble compliqué? Un reportage qui va vous rendre incollable sur le sujet, la génétique pour les nuls. Ils grandissent, parfois ils cassent, ils sont la charpente de notre corps, ce sont les os. 5 à 6 litres de sang coulent dans les vaisseaux d'un adulte. Pourquoi ce sang est-il rouge? Voici le secret de sa couleur. À cet instant même, votre cerveau travaille, mais savez-vous vraiment ce qu'il s'y passe? Explication. Quand vous êtes enrhumé, les aliments ont moins de saveur. Pourquoi? Voici les révélations sur le fonctionnement du goût. Vous souffrez peut-être de cette anomalie de la vue, le daltonisme. Vert, rouge, gris, voici comment les daltoniens voient vraiment le monde. Grippe, rhume, il y a de la maladie dans l'air. Mais comment allons-nous les attraper? Voici pourquoi nous tombons malades. Et enfin, la culture de peau en laboratoire. Comment on fabrique de la peau au mètre carré pour sauver les grands brûlés. Aujourd'hui, grâce à la connaissance de nos gènes, on espère soigner des maladies que l'on pensait incurables. Mais la génétique, ça peut aussi être dangereux, alors mieux vaut bien savoir ce que c'est. Voici le b.a.-ba de la génétique. C'est tout le portrait de son père. La génétique est née en fait il y a très longtemps, dès que l'homme a pressenti l'existence d'un héritage se transmettant de génération en génération. Mais il a fallu attendre le début du siècle pour comprendre ce mystérieux phénomène. De la tête aux pieds, toutes les minuscules cellules de notre corps portent en elles une carte d'identité biologique. C'est notre patrimoine génétique. Ces informations sont stockées au cœur du noyau de chacune de nos cellules sous la forme de petits bâtonnets, les chromosomes. Les chromosomes sont en fait de gigantesques bobines d'un filament très fin, l'ADN. L'ADN est constitué de 2 spirales reliées entre elles par les bases. Ce sont ces sortes de barreaux d'échelle de 4 couleurs, car il y en a 4 différentes. Chaque cellule humaine en compte 3 milliards. L'ordre précis dans lequel elles se succèdent constitue un gigantesque message codé. C'est ce message qui est notre patrimoine génétique. Il est divisé en chapitres, les gènes. Chaque gène est une instruction précise et nécessaire à la fabrication et au fonctionnement de notre corps. L'être humain en compte environ 100 000. Dans 95% des cas, ces gènes sont strictement identiques d'un individu à l'autre. Ce sont tous ceux qui font marcher notre corps et le construisent pendant son développement. Mais les 5% restants sont propres à chaque individu. De la couleur des yeux à la forme du visage, en passant par des traits de caractère, ils font que nous sommes tous, à l'exception des vrais jumeaux, uniques au monde. Comment le patrimoine génétique se transmet-il des parents aux enfants? Revenons aux chromosomes. L'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Là, il y a déjà eu un travail de fait. Dans ce laboratoire, on les photographie et on les classe par ordre de grandeur. Regardez, ils sont identiques 2 à 2. Chacune de nos cellules en possède 46 ou plutôt 23 couples. Dans chaque couple, un des chromosomes vient du père et l'autre de la mère. Voilà pourquoi dans notre corps, les chromosomes vont en couple et pourquoi tous nos gènes sont présents en double exemplaire. Quand ils sont identiques, ils vont servir indifféremment. Quand ils sont différents, en revanche, un des 2 gènes va dominer l'autre. Exemple classique, la couleur des yeux. Si vous avez hérité de votre mère le gène des yeux bleus et de votre père celui des yeux marrons, vos yeux à vous seront toujours marrons. Le gène œil marron domine le bleu. Seule solution pour avoir les yeux bleus, que vous ayez reçu de vos 2 parents le gène yeux bleus. Toutes nos particularités, couleur des cheveux, forme du visage, etc., dépendent donc des gènes de nos 2 parents. Si par hasard vous tenez tout de votre père, c'est juste parce que les gènes que vous a donnés votre mère ont été dominés par les gènes de son mari. Bien sûr, l'inverse se produit aussi. Attention les doigts. Mais alors, pourquoi tous les enfants d'un même couple ne sont-ils pas tous pareils? Bonne question. Pour y répondre, il faut remonter à la formation des ovules et des spermatozoïdes. Prenons un homme. Sur ses 46 chromosomes, 23 viennent de son père et 23 de sa mère. Quand le spermatozoïde va se former, il ne va prendre qu'un chromosome sur 2, soit celui provenant du père, soit celui provenant de la mère. Résultat, 8 millions de combinaisons sont possibles. Et c'est la même chose pour l'ovule du côté de la femme.
Conclusion, 2 parents peuvent donc mettre au monde 8 par 8 égale 64 millions d'enfants génétiquement différents. Ça fait du monde. C'est le secret de l'extraordinaire diversité de l'humanité. Parmi les millions d'informations contenues dans nos chromosomes, la fabrication de nos os. Mais comment notre corps, qui est mou, peut-il fabriquer quelque chose de dur? Et comment nos os parviennent-ils à s'allonger lors de notre croissance? La réponse en images. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous sommes capables de nous tenir debout? C'est grâce à nos os. Sans squelette, notre corps ne serait qu'une masse de chair flasque, incapable de résister à la pesanteur. Des os, nous en avons plus de 200. La plupart sont reliés entre eux par des articulations et mis en mouvement par les muscles. L'os est à la fois très robuste et très léger. Savez-vous qu'à poids égal, il est plus solide que le bois, le béton ou l'acier? Mais il est aussi souple, afin de ne pas se casser lors d'un choc violent. Démonstration. Si on applique une tension sur un os, il fléchit sans se casser. Et quand la tension disparaît, il reprend aussitôt sa forme initiale. Ainsi, l'os peut résister aux différents mouvements du corps, tels que la marche ou la course, et sa légèreté nous permet de nous déplacer sans effort. Mais comment une matière aussi légère peut-elle être à la fois si résistante et si malléable? Toute la réponse est dans son incroyable structure. Regardons un os d'un peu plus près. Un os se compose de plusieurs couches. En périphérie, on trouve une matière dure et dense, l'os compact. À l'intérieur et aux extrémités, on trouve de l'os spongieux. Au microscope, on voit que l'os compact est constitué d'une multitude de petits éléments cylindriques, les ostéons. C'est ce faisceau de tubes qui donne sa rigidité à l'os et protège l'os spongieux au centre. L'os spongieux que l'on voit ici est plutôt à l'intérieur et beaucoup plus mou, beaucoup plus élastique, et c'est lui qui confère entre autres l'élasticité de l'os. L'os spongieux est constitué de fines traverses formant un réseau en 3 dimensions. Dans les vides, on trouve la moelle, cette substance molle qui joue un rôle important dans l'élaboration des globules rouges. Les constituants de l'os sont principalement le calcium et une protéine, le collagène. Regardez, si on élimine le collagène en brûlant l'os, celui-ci devient cassant. Et si on élimine le calcium en le trempant dans l'acide, l'os devient mou comme du caoutchouc. Donc, le calcium pour la dureté, et aussi pas mal de phosphore, et le collagène pour la souplesse. Une équipe qui marche. Et c'est pour cela qu'il faut manger des yaourts ou du fromage, des produits très riches en calcium, indispensables à notre organisme, surtout en période de croissance. Au début de la vie de bébé, un tissu se forme à l'emplacement des futurs os, le cartilage. Ce cartilage est mou, mais petit à petit, il va s'enrichir en calcium et donc durcir. En même temps, il va grandir et s'épaissir. La croissance osseuse s'effectue de 2 façons. D'abord dans un sens de la largeur, avec une pousse qui se fait de l'intérieur vers l'extérieur, et aussi dans le sens de la longueur, où il croît aussi de l'intérieur vers l'extérieur au niveau de ce qu'on appelle la plaque de croissance. Cette plaque de croissance qui est bien visible ici en blanc disparaît après la puberté lorsque l'os ne croît plus. Donc, en dépit des apparences, l'os ne s'allonge pas. Il pousse par les bouts un peu comme un arbre. En même temps, il s'épaissit. Ainsi, chaque jour, les enfants grandissent. Pour un garçon, 1 mm en moyenne tous les 6 jours. La croissance des os se poursuit jusqu'à l'âge de 18 ans pour les filles et de 22 ans pour les garçons. Cette croissance est commandée par une hormone. Mais attention, cet engrais à os est produit uniquement la nuit. C'est pourquoi quand on grandit, il est important de se coucher tôt. Vous l'avez vu, nos os, eux aussi, sont irrigués par les canaux sanguins. Justement, une question pour coller vos amis. Pourquoi le sang est-il rouge et pas bleu comme celui des pieuvres? La réponse avec des spécialistes. Le sang, c'est rouge, démonstration. Ah, c'est bon, on a compris. Mais d'où lui vient cette belle couleur? Premier point, seule une partie du sang est rouge. Voici un tube de sang veineux d'un patient de réanimation. On centrifuge. Le sang comporte 2 parties.
les globules rouges, qui donnent sa couleur au sang, et le plasma. Le sang a été centrifugé, il y a donc les deux parties, le plasma qui est jaune et les globules rouges, et vous voyez même entre les deux les globules blancs. Ce sont donc les célèbres globules rouges qui donnent leur couleur au sang. Il faut dire qu'il y en a beaucoup, plus de 5 millions dans une seule goutte de sang. Les globules rouges sont de minuscules sacs en forme de bouée bourrés d'un pigment rouge, l'hémoglobine. Ce sont eux qui ravitaillent notre organisme en oxygène. Pour cela, ils circulent en permanence entre les poumons, les organes et le cœur en empruntant les 150 000 km de vaisseaux que contient notre corps. Leur taille, leur forme et leur souplesse leur permettent de se faufiler dans les plus petits capillaires. S'ils transportent aussi bien l'oxygène, c'est grâce à l'hémoglobine. Voici une vue schématique de la molécule. Elle contient dans ses replis 4 parties identiques, les noyaux M. Ils sont rouges car ils contiennent chacun un atome de fer. Vous savez, l'oxyde de fer, la rouille, c'est rouge. Justement, lorsque l'oxygène vient se coller au noyau M, il devient rouge vif. A l'inverse, lorsque l'oxygène repart, l'hémoglobine redevient rouge sombre. Il est facile d'illustrer ce phénomène avec une petite expérience. Voici l'hémoglobine que l'on trouve dans les artères quand elle sort des poumons bien oxygénés. Ajoutons un réactif chimique qui va capturer l'oxygène. Ah oui, on remue. Voilà. L'hémoglobine change de couleur car elle a perdu son oxygène. Elle est désormais rouge sombre, comme le sang désoxygéné qui circule dans les veines. C'est ce qui se passe dans notre corps. Au niveau des alvéoles pulmonaires, l'oxygène que nous avons respiré traverse la paroi des vaisseaux sanguins et vient se fixer sur l'hémoglobine. Ce sang rouge vif va circuler par les artères jusque dans les organes. Jusqu'à ce muscle, par exemple, où la réaction inverse se produit. L'hémoglobine libère l'oxygène qui va pénétrer dans les cellules musculaires. Quand le sang repart des organes vers les poumons, il est donc rouge foncé. À travers la peau, dans nos veines, il nous apparaît presque bleu. Savez-vous que 20% de l'oxygène véhiculé par le sang est consommé par le cerveau? Un chiffre impressionnant que l'on comprend mieux quand on sait que notre cerveau est un véritable ordinateur d'une incroyable complexité. Aujourd'hui, on peut décrypter pas à pas le fonctionnement de cette machine fantastique. Regardez. Parler, écrire, écouter, bouger, toutes ces actions de la plus simple à la plus élaborée, de la plus automatique à la plus volontaire, sont commandées depuis notre plus jeune âge par notre cerveau.
Comment cet organe gouverne-t-il à chaque instant la moindre de nos actions, la moindre de nos pensées? Pendant longtemps, les scientifiques n'ont eu qu'une connaissance très grossière des zones de notre cerveau impliquées dans tel ou tel processus. Ils ne pouvaient définir que des grandes aires plus ou moins spécialisées dans telle ou telle tâche, l'aire visuelle, motrice, l'aire de la mémoire. Mais cette connaissance est désormais en train de progresser à pas de géant, grâce à des machines qui permettent de voir le cerveau en train de fonctionner. Au centre d'imagerie de l'hôpital neurologique de Lyon, on détecte les zones actives du cerveau grâce à la radioactivité. Rassurez-vous, c'est sans danger. Le principe d'un examen comme celui-ci, c'est d'injecter par voie veineuse de l'eau radioactive et on va pouvoir ainsi suivre le parcours de l'eau dans le corps et dans le cerveau en particulier au cours d'un examen puisque cette eau va être radioactive pendant 2 minutes. L'eau radioactive passe dans le sang, puis se concentre dans les cellules nerveuses en activité. Seul inconvénient, les mouvements du cobaye sont limités, car la tête doit rester immobile. Alors, que se passe-t-il lors d'un simple geste, comme celui qui consiste à bouger les doigts de la main droite? Regardez, plusieurs zones s'activent. La principale, l'aire des mouvements, dans l'hémisphère gauche. Logique, c'est lui qui commande la main droite. Mais ce n'est pas la seule zone en activité. Plus surprenant, quand on se contente uniquement de penser à ce geste, les mêmes zones sont concernées. On retrouve ainsi, par l'expérience, un processus que les sportifs connaissent bien. En effet, ils ont pour habitude, avant une épreuve, de visualiser mentalement les mouvements qu'ils auront à réaliser, comme le fait ce champion de voltige aérienne. Cette pratique mentale leur permet ainsi d'améliorer leur performance future. On sait désormais pourquoi. C'est parce qu'ils ont entraîné leur cerveau. Autre technique en plein essor, la magnétoencéphalographie. Ici, plus besoin de radioactivité ou d'injection de produits. L'appareil mesure les infimes variations du champ magnétique qui se produisent dans le cerveau lorsque telle ou telle zone s'active. L'expérience du jour consiste à montrer à cette jeune fille différents portraits, des inconnus, des amis et parfois elle-même. En même temps, on peut suivre l'activité de son cerveau. La voici au ralenti. D'abord, ce sont les aires visuelles au sommet du cerveau qui sont sollicitées. Quelques millièmes de secondes plus tard, d'autres aires s'activent à la base du cerveau. Les voilà, ce sont les aires de la mémoire. C'est là que se fait la différence. Plus on reconnaît une personne, plus ces zones s'activent. Alors, quelles sont les premières conclusions de cette recherche? 2 choses très importantes. D'une part, son propre visage ne provoque pas les mêmes réactions qu'un visage simplement familier. Les réactions sont beaucoup plus importantes à son propre visage qu'un visage simplement familier. Et le deuxième résultat très important, c'est que manifestement, les filles ont un traitement beaucoup plus intense de leur propre visage et les garçons ont des différences de traitement beaucoup moins importantes. En d'autres termes, la science vient de retrouver une vérité première. Les filles sont plus coquettes que les garçons. C'est ainsi que petit à petit, les équipes de recherche du monde entier percent les uns après les autres les mystères du fonctionnement de notre cerveau. Parmi les fonctions de notre cerveau, l'analyse des 5 sens. Le plus méconnu reste certainement le goût. Pour sentir les saveurs des produits que nous mangeons, nous avons quelque part dans la bouche des organes sensibles à ces goûts. Mais où sont-ils situés exactement? La réponse, vous allez le voir, est assez surprenante. Les gastronomes le savent, le goût est un mélange subtil perçu par plusieurs organes. Mais là, surprise, la langue n'y joue qu'un petit rôle. Il est estimé à 10% seulement de notre perception du goût. Pour le reste, d'autres organes entrent en action. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'atelier du goût. Nous sommes à l'atelier du goût à Poitiers. Pour bien comprendre comment fonctionne le goût, voici une première expérience. 2 pots de yaourt de couleurs différentes dont il faut trouver la saveur. De l'avis général, il y en a un à la fraise et un à la pêche. Résultat? Alors en réalité, vous avez mangé exactement la même chose, c'était identique dans les 2 pots. On a juste ajouté un colorant qui modifie la couleur, mais qui modifie ni la saveur. Donc l'œil joue un rôle. Mais l'essentiel de notre perception du goût est assuré par notre nez. Deuxième expérience, il s'agit cette fois de goûter du chocolat. Alors je goûte le chocolat.
Chocolat noir, très très bon. Donc j'essaye avec l'appareil. Un petit aspirateur qui la prive totalement d'odorat. Alors là, c'est incroyable. On n'a pas l'impression de manger du chocolat. Là, je vais enlever l'appareil. On retrouve le goût du cacao, les arômes reviennent. Vraiment très impressionnant. Explication. Quand on mastique les aliments, ils dégagent des molécules volatiles odorantes. Ces arômes passent par le rhinopharynx et atteignent les récepteurs olfactifs du nez qui sont les véritables capteurs du goût. C'est la rétro-olfaction. Conclusion, avoir du goût, c'est avant tout avoir du nez. Après le goût, autre sens, la vue. 2,5 millions de Français souffrent de daltonisme, une anomalie de la vision qui les empêche de voir correctement les couleurs. Mais que perçoivent-ils exactement? Grâce à de nouveaux outils informatiques, découvrez le monde comme le voient les daltoniens. Être daltonien, ce n'est pas grave. Le daltonisme est une anomalie d'origine génétique que l'on garde toute sa vie et à laquelle on s'adapte très bien, sauf dans certaines circonstances où il représente un vrai handicap. Regardez, voici des couleurs réelles. Et voici maintenant ce que vous verriez si vous étiez ce que l'on appelle un daltonien complet. Celui-ci, c'est le chemisier rouge. Et celui-là, le vert. Pas facile de faire un choix. Un homme sur 12 et une femme sur 250 sont daltoniens, c'est-à-dire qu'ils perçoivent mal les couleurs, ce qui leur interdit l'accès à toutes les professions où leur utilisation est fondamentale. Heureusement, dans la vie de tous les jours, être daltonien n'engendre que des problèmes mineurs. Dis donc Michel, je mets quoi avec cette chemise? Attends, j'arrive. Celle-là, ça va? Non, choisis plutôt... Tu peux prendre dans les tons verts, mais... Oui, mais c'est quoi vert? Ouais, attends. Celle-là? Ça, cette perpétuelle confusion des teintes est donc plus une gêne qu'un véritable handicap. Mais pour certains passe-temps, elle peut conduire au blocage. Oui, pour la philatélie, le petit problème que j'ai avec ma vue, c'est pour des timbres comme par exemple ceci là, vous avez 3 valeurs identiques, mais 3 couleurs différentes. Pour ma part, par exemple, ces deux-là sont les deux mêmes. Et il paraît qu'ils sont différents. Un violet et un vert pourtant parfaitement dissemblables pour un œil normal. Pourquoi l'œil d'un daltonien ne peut-il les différencier? Pour le savoir, nous sommes allés poser la question à un ophtalmologiste spécialisé dans le dépistage de cette anomalie. Dans les magasins. Dire que le daltonien confond le rouge et le vert, c'est une définition approximative et qu'on peut prendre en première intention. En réalité, il y a deux sortes de daltonisme, l'un pour le rouge, l'autre pour le vert, et ce n'est pas exactement la même chose. Mais enfin, c'est tout de même le grand chapitre du daltonisme, dans l'ensemble, la confusion du rouge et du vert. Pour dépister le daltonisme, il existe un test très simple. C'est un cahier sur lequel figurent des chiffres colorés sur des fonds de couleurs différentes. Ici par exemple le 8 et le 6. Et là, le 26 et le 42. Et si vous ne voyez pas, comme ce patient, des chiffres se détacher, c'est que vous différenciez mal ces couleurs. Vous êtes indiscutablement un daltonien. Là, je ne vois rien non plus. Pour comprendre la cause du daltonisme, il faut aller au fond de l'œil. On y trouve un tapis de cellules, les cônes, contenant chacune des pigments rouge, vert et bleu, comme un écran de télé. Chez les daltoniens, les pigments verts ou rouges sont déficients, et parfois même absents pour les daltoniens complets. Les cônes bleus peuvent aussi être déficients, mais c'est rarissime. Dans l'ensemble, un daltonien complet, va donc voir en fait du côté des couleurs chaudes des nuances de jaune et du côté des couleurs froides des nuances de bleu, les deux étant séparés par une zone incolore qui correspond à la couleur qu'il ne voit pas, c'est-à-dire au rouge ou bien au vert. Je vais maintenant vous faire passer un autre test. Oui. Vous avez ici une collection de pastilles colorées et vous en avez un premier dans la boîte. Alors dans tous ces pions, vous allez prendre celui qui ressemble le plus à celui qui est dans la boîte et vous allez le mettre à côté de lui. Très bien. Un exercice simple qui peut devenir une véritable torture. Car si un œil normal peut percevoir environ 15 000 nuances de couleurs, celui du daltonien perçoit l'environnement avec seulement 2 couleurs dominantes, généralement le jaune et le bleu. Mais constater quel type de couleurs les daltoniens confondent ne suffit pas pour comprendre ce qu'ils voient réellement. Pour cela, ce chercheur a développé un logiciel tout à fait étonnant. On a mis au point un logiciel qui permet de simuler comment une couleur est vue par un daltonien. Ce nuancier représente précisément comment les daltoniens perçoivent chaque couleur.
On peut donc s'en servir pour modifier les images et les rendre lisibles par les victimes de cette anomalie. Ceci peut s'appliquer évidemment pour des concepteurs des pages web, mais ça peut également s'appliquer, peut être intéressant pour un concepteur en mode. Vous voyez ici l'exemple d'un tissu, donc un vêtement. Et le logiciel peut s'appliquer à n'importe quelle photo. Qu'il s'agisse de scènes de rue ou de paysages naturels, on voit à quel point la perception des couleurs du daltonien peut être modifiée. Une anomalie avec laquelle ils doivent pourtant bien vivre, car aujourd'hui, il n'existe aucune méthode efficace pour améliorer leur manière de voir le monde. Le daltonisme ne se soigne pas, mais il n'est pas contagieux. Ce n'est pas le cas de beaucoup de nos maladies. Grippe ou angine, quand quelqu'un est malade dans votre entourage, il y a de fortes chances pour que cela fasse tache d'huile. Mais comment les microbes voyagent-ils d'une personne à une autre? Et faut-il avoir peur de l'air que l'on respire? La réponse dans le reportage qui suit. Avec le froid et l'humidité, la saison des maladies bat son plein. Grippe, angine, rhume ou tout simplement nez qui coule, les microbes sont passés à l'attaque. Ces infections du nez, de la gorge et des poumons ne sont pas très graves en général, mais elles représentent tout de même en France la deuxième cause de consultation des généralistes. Bonjour. Au fond. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Mais écoutez, ça fait 3-4 jours que j'ai le nez qui coule presque tout le temps, avec mal à la tête. J'ai l'impression d'avoir de la fièvre, mais... Vous avez pris votre température? Ben oui, mais il n'y a pas grand-chose en fait. Pas grand-chose, si ce n'est qu'un virus s'est introduit dans votre organisme. C'est le plus petit des microbes. On pourrait en aligner 100 millions sur 1 millimètre. Un virus, c'est une coque de protéines avec à l'intérieur un tout petit peu de matériel génétique. Et c'est tout. Trop rudimentaire pour se reproduire tout seul, le virus n'a qu'une stratégie. S'introduire à l'intérieur d'une cellule et l'obliger à fabriquer des copies de lui-même. Jusqu'à 1000 exemplaires dans le cas du virus de la grippe avant que la cellule colonisée ne finisse par mourir épuisée. Mais comment ces envahisseurs parviennent-ils à l'intérieur du nez et de la gorge où ils attaquent les cellules du système respiratoire? Alors, le rhume et la grippe, ça se transmet classiquement par ce qu'on appelle les gouttelettes de Pflug. Le Pflug sont les postillons finalement, tout simplement. Car ces postillons bourrés de virus ne proviennent pas de la salive, mais du mucus qui tapisse notre nez. Le mucus est une sorte de nid douillet qui va permettre de capter les microbes dans le nez, et quand les microbes sont trop importants, ils vont pulluler. Résultat, à chaque fois que nous éternuons ou que nous toussons, nous projetons aux alentours des gouttelettes chargées de virus. Vitesse à la sortie du nez ou de la bouche, 170 km/h. Les virus très légers voyagent au gré des courants d'air. Dans un endroit confiné, comme le métro par exemple, un seul éternuement peut contaminer des dizaines de personnes. L'une d'elles va attraper un rhume, fabriquer quelques millions de nouveaux virus qui vont s'accumuler dans le mucus de son nez, etc., etc. La boucle est bouclée. Seule solution pour enrayer la progression de la maladie, porter un masque. C'est ce que font les chirurgiens ou à grande échelle les habitants des villes japonaises. Pour se prémunir contre ces maladies virales, il existe des vaccins. Mais si chaque année un vaccin contre la grippe est effectivement mis sur le marché, pourquoi n'y a-t-il pas de vaccin contre le rhume? Il existe un vaccin contre la grippe parce que il y a très peu de virus de la grippe. Et annuellement, il y a un virus de la grippe, donc c'est facile d'avoir un vaccin. Par contre, pour le rhume, eh bien, il y a une centaine de virus qui peuvent provoquer le rhume. Donc du coup, il est impossible de vacciner contre tous ces virus. Mais alors, la médecine est-elle impuissante contre le rhume? C'est viral, donc il n'y a pas de traitement du rhume, si ce n'est le temps. Un rhume, ça évolue sur 7 jours environ, 7 ou 8 jours. Il faut attendre que le rhume cesse de lui-même. Inutile donc de se précipiter chez le médecin. Le seul remède contre le rhume, c'est du repos et de la patience. Nous pouvons nous vacciner contre certaines maladies. En revanche, impossible de prévoir les accidents. Exemple, les brûlures. Quand elles sont trop étendues, il faut greffer une nouvelle peau. Comment faire pour en obtenir en quantité suffisante? Tout simplement en la cultivant. Direction Sophie Antipolis, où l'on fabrique de la peau humaine au mètre carré, ou presque.
Pour guérir ce grand brûlé, une seule solution, lui greffer de la peau prélevée pour des problèmes de compatibilité sur une partie indemne de son corps. Pour ceux dont presque toute la peau est atteinte, la solution c'est de prendre une petite surface de peau saine pour fabriquer en laboratoire une grande surface d'épiderme. Ces précieux lambeaux de peau ne font pas plus de 2 cm² et pourtant, ils contiennent 15 millions de cellules d'épiderme. Ce mélange couleur grenadine contient des vitamines, des antibiotiques et d'autres substances bénéfiques que ces cellules consomment avec délectation. Placées bien au chaud, à la température du corps humain, elles vont se diviser et proliférer. Bien sûr, les conditions de stérilité sont très strictes. Pas question que la moindre bactérie se glisse dans ces précieuses cultures. Lorsque les cellules se sont suffisamment multipliées, on les dépose sur un support spécial où elles continuent à proliférer, formant un mince film d'épiderme. Le tout pourra prendre alors la direction du bloc opératoire. L'épiderme de culture sera greffé sur le brûlé, ce qui augmentera considérablement les chances de guérison. Voilà, j'espère que ce voyage au centre de notre corps vous aura intéressé. Dans le prochain numéro, nous affronterons les colères de la Terre, volcans, avalanches, inondations, des reportages impressionnants. En attendant, je vous propose de tester vos connaissances sur le corps humain grâce à notre quiz. À très bientôt. C'est tout le portrait de son père. La génétique est née en fait il y a très longtemps, dès que l'homme a pressenti l'existence d'un héritage se transmettant de génération en génération. Mais il a fallu attendre le début du siècle pour comprendre ce mystérieux phénomène. De la tête aux pieds, toutes les minuscules cellules de notre corps portent en elles une carte d'identité biologique. C'est notre patrimoine génétique. Ces informations sont stockées au cœur du noyau de chacune de nos cellules sous la forme de petits bâtonnets, les chromosomes. Les chromosomes sont en fait de gigantesques bobines d'un filament très fin, l'ADN. L'ADN est constitué de 2 spirales reliées entre elles par les bases. Ce sont ces sortes de barreaux d'échelle de 4 couleurs, car il y en a 4 différentes. Chaque cellule humaine en compte 3 milliards. L'ordre précis dans lequel elles se succèdent constitue un gigantesque message codé. C'est ce message qui est notre patrimoine génétique. Il est divisé en chapitres, les gènes. Chaque gène est une instruction précise et nécessaire à la fabrication et au fonctionnement de notre corps. L'être humain en compte environ 100 000. Dans 95% des cas, ces gènes sont strictement identiques d'un individu à l'autre. Ce sont tous ceux qui font marcher notre corps et le construisent pendant son développement. Mais les 5% restants sont propres à chaque individu. De la couleur des yeux à la forme du visage, en passant par des traits de caractère, ils font que nous sommes tous, à l'exception des vrais jumeaux, uniques au monde. Comment le patrimoine génétique se transmet-il des parents aux enfants? Revenons aux chromosomes. L'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Là, il y a déjà eu un travail de fait. Dans ce laboratoire, on les photographie et on les classe par ordre de grandeur. Regardez, ils sont identiques 2 à 2. Chacune de nos cellules en possède 46 ou plutôt 23 couples. Dans chaque couple, un des chromosomes vient du père et l'autre de la mère. Voilà pourquoi dans notre corps, les chromosomes vont en couple et pourquoi tous nos gènes sont présents en double exemplaire. Quand ils sont identiques, ils vont servir indifféremment. Quand ils sont différents, en revanche, un des 2 gènes va dominer l'autre. Exemple classique, la couleur des yeux. Si vous avez hérité de votre mère le gène des yeux bleus et de votre père celui des yeux marrons, vos yeux à vous seront toujours marrons. Le gène œil marron domine le bleu. Seule solution pour avoir les yeux bleus, que vous ayez reçu de vos 2 parents le gène yeux bleus. Toutes nos particularités, couleur des cheveux, forme du visage, etc., dépendent donc des gènes de nos 2 parents. Si par hasard vous tenez tout de votre père, c'est juste parce que les gènes que vous a donnés votre mère ont été dominés par les gènes de son mari. Bien sûr, l'inverse se produit aussi. Attention les doigts. Mais alors, pourquoi tous les enfants d'un même couple ne sont-ils pas tous pareils? Bonne question. Pour y répondre, il faut remonter à la formation des ovules et des spermatozoïdes.
Prenons un homme. Sur ses 46 chromosomes, 23 viennent de son père et 23 de sa mère. Quand le spermatozoïde va se former, il ne va prendre qu'un chromosome sur 2, soit celui provenant du père, soit celui provenant de la mère. Résultat, 8 millions de combinaisons sont possibles. Et c'est la même chose pour l'ovule du côté de la femme. Conclusion, 2 parents peuvent donc mettre au monde 8 par 8 égale 64 millions d'enfants génétiquement différents. Ça fait du monde. C'est le secret de l'extraordinaire diversité de l'humanité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous sommes capables de nous tenir debout? C'est grâce à nos os. Sans squelette, notre corps ne serait qu'une masse de chair flasque, incapable de résister à la pesanteur. Des os, nous en avons plus de 200. La plupart sont reliés entre eux par des articulations et mis en mouvement par les muscles. L'os est à la fois très robuste et très léger. Savez-vous qu'à poids égal, il est plus solide que le bois, le béton ou l'acier? Mais il est aussi souple, afin de ne pas se casser lors d'un choc violent. Démonstration. Si on applique une tension sur un os, il fléchit sans se casser. Et quand la tension disparaît, il reprend aussitôt sa forme initiale. Ainsi, l'os peut résister aux différents mouvements du corps, tels que la marche ou la course, et sa légèreté nous permet de nous déplacer sans effort. Mais comment une matière aussi légère peut-elle être à la fois si résistante et si malléable? Toute la réponse est dans son incroyable structure. Regardons un os d'un peu plus près. Un os se compose de plusieurs couches. En périphérie, on trouve une matière dure et dense, l'os compact. À l'intérieur et aux extrémités, on trouve de l'os spongieux. Au microscope, on voit que l'os compact est constitué d'une multitude de petits éléments cylindriques, les ostéons. C'est ce faisceau de tubes qui donne sa rigidité à l'os et protège l'os spongieux au centre. L'os spongieux que l'on voit ici est plutôt à l'intérieur et beaucoup plus mou, beaucoup plus élastique, et c'est lui qui confère entre autres l'élasticité de l'os. L'os spongieux est constitué de fines traverses formant un réseau en 3 dimensions. Dans les vides, on trouve la moelle, cette substance molle qui joue un rôle important dans l'élaboration des globules rouges. Les constituants de l'os sont principalement le calcium et une protéine, le collagène. Regardez, si on élimine le collagène en brûlant l'os, celui-ci devient cassant. Et si on élimine le calcium en le trempant dans l'acide, l'os devient mou comme du caoutchouc. Donc, le calcium pour la dureté, et aussi pas mal de phosphore, et le collagène pour la souplesse. Une équipe qui marche. Et c'est pour cela qu'il faut manger des yaourts ou du fromage, des produits très riches en calcium, indispensables à notre organisme, surtout en période de croissance. Au début de la vie de bébé, un tissu se forme à l'emplacement des futurs os, le cartilage. Ce cartilage est mou, mais petit à petit, il va s'enrichir en calcium et donc durcir. En même temps, il va grandir et s'épaissir. La croissance osseuse s'effectue de 2 façons. D'abord dans un sens de la largeur, avec une pousse qui se fait de l'intérieur vers l'extérieur, et aussi dans le sens de la longueur, où il croît aussi de l'intérieur vers l'extérieur au niveau de ce qu'on appelle la plaque de croissance. Cette plaque de croissance qui est bien visible ici en blanc disparaît après la puberté lorsque l'os ne croît plus. Donc, en dépit des apparences, l'os ne s'allonge pas. Il pousse par les bouts un peu comme un arbre. En même temps, il s'épaissit. Ainsi, chaque jour, les enfants grandissent. Pour un garçon, 1 mm en moyenne tous les 6 jours. La croissance des os se poursuit jusqu'à l'âge de 18 ans pour les filles et de 22 ans pour les garçons. Cette croissance est commandée par une hormone. Mais attention, cet engrais à os est produit uniquement la nuit. C'est pourquoi quand on grandit, il est important de se coucher tôt. Le sang, c'est rouge, démonstration. Ah, c'est bon, on a compris. Mais d'où lui vient cette belle couleur? Premier point, seule une partie du sang est rouge. Voici un tube de sang veineux d'un patient de réanimation. On centrifuge
Le sang comporte deux parties, les globules rouges, qui donnent sa couleur au sang, et le plasma. Le sang a été centrifugé, il y a donc les deux parties, le plasma qui est jaune et les globules rouges, et vous voyez même entre les deux les globules blancs. Ce sont donc les célèbres globules rouges qui donnent leur couleur au sang. Il faut dire qu'il y en a beaucoup, plus de 5 millions dans une seule goutte de sang. Les globules rouges sont de minuscules sacs en forme de bouée, bourrés d'un pigment rouge, l'hémoglobine. Ce sont eux qui ravitaillent notre organisme en oxygène. Pour cela, ils circulent en permanence entre les poumons, les organes et le cœur en empruntant les 150 000 km de vaisseaux que contient notre corps. Leur taille, leur forme et leur souplesse leur permettent de se faufiler dans les plus petits capillaires. S'ils transportent aussi bien l'oxygène, c'est grâce à l'hémoglobine. Voici une vue schématique de la molécule. Elle contient dans ses replis 4 parties identiques, les noyaux M. Ils sont rouges car ils contiennent chacun un atome de fer. Vous savez, l'oxyde de fer, la rouille, c'est rouge. Justement, lorsque l'oxygène vient se coller au noyau M, il devient rouge vif. A l'inverse, lorsque l'oxygène repart, l'hémoglobine redevient rouge sombre. Il est facile d'illustrer ce phénomène avec une petite expérience. Voici l'hémoglobine que l'on trouve dans les artères quand elle sort des poumons bien oxygénés. Ajoutons un réactif chimique qui va capturer l'oxygène. Ah oui, on remue. Voilà. L'hémoglobine change de couleur car elle a perdu son oxygène. Elle est désormais rouge sombre, comme le sang désoxygéné qui circule dans les veines. C'est ce qui se passe dans notre corps. Au niveau des alvéoles pulmonaires, l'oxygène que nous avons respiré traverse la paroi des vaisseaux sanguins et vient se fixer sur l'hémoglobine. Ce sang rouge vif va circuler par les artères jusque dans les organes. Jusqu'à ce muscle, par exemple, où la réaction inverse se produit. L'hémoglobine libère l'oxygène qui va pénétrer dans les cellules musculaires. Quand le sang repart des organes vers les poumons, il est donc rouge foncé. À travers la peau, dans nos veines, il nous apparaît presque bleu. Parler, écrire, écouter, bouger, toutes ces actions de la plus simple à la plus élaborée, de la plus automatique à la plus volontaire, sont commandées depuis notre plus jeune âge par notre cerveau. Comment cet organe gouverne-t-il à chaque instant la moindre de nos actions, la moindre de nos pensées? Pendant longtemps, les scientifiques n'ont eu qu'une connaissance très grossière des zones de notre cerveau impliquées dans tel ou tel processus. Ils ne pouvaient définir que des grandes aires plus ou moins spécialisées dans telle ou telle tâche, l'aire visuelle, motrice, l'aire de la mémoire. Mais cette connaissance est désormais en train de progresser à pas de géant, grâce à des machines qui permettent de voir le cerveau en train de fonctionner. Au centre d'imagerie de l'hôpital neurologique de Lyon, on détecte les zones actives du cerveau grâce à la radioactivité. Rassurez-vous, c'est sans danger. Le principe d'un examen comme celui-ci, c'est d'injecter par voie veineuse de l'eau radioactive et on va pouvoir ainsi suivre le parcours de l'eau dans le corps et dans le cerveau en particulier au cours d'un examen puisque cette eau va être radioactive pendant 2 minutes. L'eau radioactive passe dans le sang, puis se concentre dans les cellules nerveuses en activité. Seul inconvénient, les mouvements du cobaye sont limités, car la tête doit rester immobile. Alors, que se passe-t-il lors d'un simple geste, comme celui qui consiste à bouger les doigts de la main droite? Regardez, plusieurs zones s'activent. La principale, l'aire des mouvements, dans l'hémisphère gauche. Logique, c'est lui qui commande la main droite. Mais ce n'est pas la seule zone en activité. Plus surprenant, quand on se contente uniquement de penser à ce geste, les mêmes zones sont concernées. On retrouve ainsi, par l'expérience, un processus que les sportifs connaissent bien. En effet, ils ont pour habitude, avant une épreuve, de visualiser mentalement les mouvements qu'ils auront à réaliser, comme le fait ce champion de voltige aérienne. Cette pratique mentale leur permet ainsi d'améliorer leurs performances futures. On sait désormais pourquoi. C'est parce qu'ils ont entraîné leur cerveau.
Autre technique en plein essor, la magnétoencéphalographie. Ici, plus besoin de radioactivité ou d'injection de produits. L'appareil mesure les infimes variations du champ magnétique qui se produisent dans le cerveau lorsque telle ou telle zone s'active. L'expérience du jour consiste à montrer à cette jeune fille différents portraits, des inconnus, des amis et parfois elle-même. En même temps, on peut suivre l'activité de son cerveau. La voici au ralenti. D'abord, ce sont les aires visuelles au sommet du cerveau qui sont sollicités. Quelques millièmes de secondes plus tard, d'autres aires s'activent à la base du cerveau. Les voilà, ce sont les aires de la mémoire. C'est là que se fait la différence. Plus on reconnaît une personne, plus ces zones s'activent. Alors, quelles sont les premières conclusions de cette recherche? Deux choses très importantes. D'une part, son propre visage ne provoque pas les mêmes réactions qu'un visage simplement familier. Les réactions sont beaucoup plus importantes à son propre visage qu'un visage simplement familier. Et le deuxième résultat très important, c'est que manifestement, les filles ont un traitement beaucoup plus intense de leur propre visage et les garçons ont des différences de traitement beaucoup moins importantes. En d'autres termes, la science vient de retrouver une vérité première. Les filles sont plus coquettes que les garçons. C'est ainsi que petit à petit, les équipes de recherche du monde entier percent les uns après les autres les mystères du fonctionnement de notre cerveau. Les gastronomes le savent, le goût est un mélange subtil perçu par plusieurs organes. Mais là, surprise, la langue n'y joue qu'un petit rôle. Il est estimé à 10% seulement de notre perception du goût. Pour le reste, d'autres organes entrent en action. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'atelier du goût. Nous sommes à l'atelier du goût à Poitiers. Pour bien comprendre comment fonctionne le goût, voici une première expérience. 2 pots de yaourt de couleurs différentes dont il faut trouver la saveur. De l'avis général, il y en a un à la fraise et un à la pêche. Résultat ? Alors en réalité, vous avez mangé exactement la même chose, c'était identique dans les 2 pots. On a juste ajouté un colorant qui modifie la couleur, mais qui modifie ni la saveur. Donc l'œil joue un rôle. Mais l'essentiel de notre perception du goût est assuré par notre nez. Deuxième expérience, il s'agit cette fois de goûter du chocolat. Alors je goûte le chocolat. Chocolat noir, très très bon. Donc j'essaye avec l'appareil. Un petit aspirateur qui la prive totalement d'odorat. Alors là, c'est incroyable. On n'a pas l'impression de manger du chocolat. Là, je vais enlever l'appareil. On retrouve le goût du cacao, les arômes reviennent. Vraiment très impressionnant. Explication. Quand on mastique les aliments, ils dégagent des molécules volatiles odorantes. Ces arômes passent par le rhinopharynx et atteignent les récepteurs olfactifs du nez qui sont les véritables capteurs du goût. C'est la rétro-olfaction. Conclusion, avoir du goût, c'est avant tout avoir du nez. Être daltonien, ce n'est pas grave. Le daltonisme est une anomalie d'origine génétique que l'on garde toute sa vie et à laquelle on s'adapte très bien, sauf dans certaines circonstances où il représente un vrai handicap. Regardez, voici les couleurs réelles. Et voici maintenant ce que vous verriez si vous étiez ce que l'on appelle un daltonien complet. Celui-ci, c'est le chemisier rouge. Et celui-là, le vert. Pas facile de faire un choix. Un homme sur 12 et une femme sur 250 sont daltoniens, c'est-à-dire qu'ils perçoivent mal les couleurs, ce qui leur interdit l'accès à toutes les professions où leur utilisation est fondamentale. Heureusement, dans la vie de tous les jours, être daltonien n'engendre que des problèmes mineurs. Dis donc Michel, je mets quoi avec cette chemise? Attends, j'arrive. Celle-là, ça va? Non, choisis plutôt... Tu peux prendre dans les tons verts, mais... Oui, mais c'est quoi vert? Ouais, attends. Celle-là? Cette perpétuelle confusion des teintes est donc plus une gêne qu'un véritable handicap. Mais pour certains passe-temps, elle peut conduire au blocage. Oui, pour la philatélie, le petit problème que j'ai avec ma vue, c'est pour des timbres comme par exemple ceci là, vous avez 3 valeurs identiques, mais 3 couleurs différentes. Pour ma part, par exemple, ces deux-là sont les deux mêmes. Et il paraît qu'ils sont différents. Un violet et un vert pourtant parfaitement dissemblables pour un œil normal. Pourquoi l'œil d'un daltonien ne peut-il les différencier?
Pour le savoir, nous sommes allés poser la question à un ophtalmologiste spécialisé dans le dépistage de cette anomalie. Dans les magasins. Dire que le daltonien confond le rouge et le vert, c'est une définition approximative et qu'on peut prendre en première intention. En réalité, il y a deux sortes de daltonisme, l'un pour le rouge, l'autre pour le vert, et ce n'est pas exactement la même chose. Mais enfin, c'est tout de même le grand chapitre du daltonisme, dans l'ensemble, la confusion du rouge et du vert. Pour dépister le daltonisme, il existe un test très simple. C'est un cahier sur lequel figurent des chiffres colorés sur des fonds de couleurs différentes. Ici par exemple le 8 et le 6. Et là, le 26 et le 42. Et si vous ne voyez pas, comme ce patient, des chiffres se détacher, c'est que vous différenciez mal ces couleurs. Vous êtes indiscutablement un daltonien. Là, je ne vois rien non plus. Pour comprendre la cause du daltonisme, il faut aller au fond de l'œil. On y trouve un tapis de cellules, les cônes, contenant chacune des pigments rouge, vert et bleu, comme un écran de télé. Chez les daltoniens, les pigments verts ou rouges sont déficients et parfois même absents pour les daltoniens complets. Les cônes bleus peuvent aussi être déficients, mais c'est rarissime. Dans l'ensemble, un daltonien complet, va donc voir en fait du côté des couleurs chaudes des nuances de jaune et du côté des couleurs froides des nuances de bleu, les deux étant séparés par une zone incolore qui correspond à la couleur qu'il ne voit pas, c'est-à-dire au rouge ou bien au vert. Je vais maintenant vous faire passer un autre test. Oui. Vous avez ici une collection de pastilles colorées et vous en avez un premier dans la boîte. Alors dans tous ces pions, vous allez prendre celui qui ressemble le plus à celui qui est dans la boîte et vous allez le mettre à côté de lui. Très bien. Un exercice simple qui peut devenir une véritable torture. Car si un œil normal peut percevoir environ 15 000 nuances de couleurs, celui du daltonien perçoit l'environnement avec seulement deux couleurs dominantes, généralement le jaune et le bleu. Mais constater quel type de couleurs les daltoniens confondent ne suffit pas pour comprendre ce qu'ils voient réellement. Pour cela, ce chercheur a développé un logiciel tout à fait étonnant. On a mis au point un logiciel qui permet de simuler comment une couleur est vue par un daltonien. Ce nuancier représente précisément comment les daltoniens perçoivent chaque couleur. On peut donc s'en servir pour modifier les images et les rendre lisibles par les victimes de cette anomalie. Ceci peut s'appliquer évidemment pour les concepteurs des pages web, mais ça peut également s'appliquer, peut être intéressant pour un concepteur en mode. Vous voyez ici l'exemple d'un tissu, donc un vêtement. Et le logiciel peut s'appliquer à n'importe quelle photo. Qu'il s'agisse de scènes de rue ou de paysages naturels, on voit à quel point la perception des couleurs du daltonien peut être modifiée. Une anomalie avec laquelle ils doivent pourtant bien vivre, car aujourd'hui, il n'existe aucune méthode efficace pour améliorer leur manière de voir le monde. Avec le froid et l'humidité, la saison des maladies bat son plein. Grippe, angine, rhume ou tout simplement nez qui coule, les microbes sont passés à l'attaque. Ces infections du nez, de la gorge et des poumons ne sont pas très graves en général, mais elles représentent tout de même en France la deuxième cause de consultation des généralistes. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Bah écoutez, ça fait 3-4 jours que j'ai le nez qui coule presque tout le temps, avec mal à la tête. J'ai l'impression d'avoir de la fièvre, mais... Vous avez pris votre température ? Bah oui, mais il n'y a pas grand-chose en fait. Pas grand-chose, si ce n'est qu'un virus s'est introduit dans votre organisme. C'est le plus petit des microbes. On pourrait en aligner 100 millions sur 1 millimètre. Un virus, c'est une coque de protéines avec à l'intérieur un tout petit peu de matériel génétique. Et c'est tout. Trop rudimentaire pour se reproduire tout seul, le virus n'a qu'une stratégie. S'introduire à l'intérieur d'une cellule et l'obliger à fabriquer des copies de lui-même. Jusqu'à 1000 exemplaires dans le cas du virus de la grippe avant que la cellule colonisée ne finisse par mourir épuisée. Mais comment ces envahisseurs parviennent-ils à l'intérieur du nez et de la gorge où ils attaquent les cellules du système respiratoire ? Alors, le rhume et la grippe, ça se transmet classiquement par ce qu'on appelle les gouttelettes de Pflug. Le Pflug sont les postillons, finalement, tout simplement. Car ces postillons bourrés de virus ne proviennent pas de la salive, mais du mucus qui tapisse notre nez. Le mucus
est une sorte de nid douillet qui va permettre de capter les microbes dans le nez, et quand les microbes sont trop importants, ils vont pulluler. Résultat, à chaque fois que nous éternuons ou que nous toussons, nous projetons aux alentours des gouttelettes chargées de virus. Vitesse à la sortie du nez ou de la bouche, 170 km/h. Les virus très légers voyagent au gré des courants d'air. Dans un endroit confiné, comme le métro par exemple, un seul éternuement peut contaminer des dizaines de personnes. L'une d'elles va attraper un rhume, fabriquer quelques millions de nouveaux virus qui vont s'accumuler dans le mucus de son nez, etc., etc. La boucle est bouclée. Seule solution pour enrayer la progression de la maladie, porter un masque. C'est ce que font les chirurgiens ou à grande échelle les habitants des villes japonaises. Pour se prémunir contre ces maladies virales, il existe des vaccins. Mais si chaque année un vaccin contre la grippe est effectivement mis sur le marché, pourquoi n'y a-t-il pas de vaccin contre le rhume ? Il existe un vaccin contre la grippe parce que il y a très peu de virus de la grippe, et annuellement il y a un virus de la grippe, donc c'est facile d'avoir un vaccin. Par contre, pour le rhume, eh bien, il y a une centaine de virus qui peuvent provoquer le rhume. Donc du coup, il est impossible de vacciner contre tous ces virus. Mais alors, la médecine est-elle impuissante contre le rhume ? C'est viral, donc il n'y a pas de traitement du rhume, si ce n'est le temps. Un rhume, ça évolue sur 7 jours environ, 7 ou 8 jours. Il faut attendre que le rhume cesse de lui-même. Inutile donc de se précipiter chez le médecin. Le seul remède contre le rhume, c'est du repos et de la patience. Pour guérir ce grand brûlé, une seule solution, lui greffer de la peau prélevée pour des problèmes de compatibilité sur une partie indemne de son corps. Pour ceux dont presque toute la peau est atteinte, la solution c'est de prendre une petite surface de peau saine pour fabriquer en laboratoire une grande surface d'épiderme. Ces précieux lambeaux de peau ne font pas plus de 2 cm² et pourtant, ils contiennent 15 millions de cellules d'épiderme. Ce mélange couleur grenadine contient des vitamines, des antibiotiques et d'autres substances bénéfiques que ces cellules consomment avec délectation. Placées bien au chaud, à la température du corps humain, elles vont se diviser et proliférer. Bien sûr, les conditions de stérilité sont très strictes. Pas question que la moindre bactérie se glisse dans ces précieuses cultures. Lorsque les cellules se sont suffisamment multipliées, on les dépose sur un support spécial où elles continuent à proliférer, formant un mince film d'épiderme. Le tout pourra prendre alors la direction du bloc opératoire. L'épiderme de culture sera greffé sur le brûlé, ce qui augmentera considérablement les chances de guérison.